Vent debout contre les autorités de notre pays qui décident enfin de s'emparer du sujet. Alors Yohann Gillet, vous êtes donc député RN de Nîmes. Souvent la question de Mayotte, elle est mise de côté. Vous vous êtes rendu pendant près d'une semaine pour un rapport, je crois, que vous publiez dans les prochains jours sur cette question cruciale. Qu'est-ce que vous pensez des mots d'Estelle Youssouffa, qui est une députée lyote et qui alerte également depuis des mois, un petit peu comme le Rassemblement national, sur la situation où Mayotte en fait a du mal à obtenir un vrai bras de fer vis-à-vis des Comores? Ce que dit Estelle Youssouffa est vrai. La situation des Comores et de Mayotte est une situation très particulière où la France se laisse marcher dessus et il y a nécessité de renforcer notre diplomatie et de la muscler et de faire plier les Comores qui se comportent très mal avec la France et très mal particulièrement avec Mayotte. Ce qu'il faut rappeler à ceux qui nous regardent, c'est qu'à Mayotte, aujourd'hui, il y a une véritable submersion migratoire. Et quand je parle de submersion migratoire, c'est peu de le dire. C'est un territoire français où il y a plus d'étrangers que de Français, où toutes les données officielles d'ailleurs ne sont pas fiables et ne permettent pas de quantifier précisément. L'INSEE vous parle de grosso modo 300 000 personnes présentes sur le territoire, qui est une petite île, hein, c'est pas un grand territoire. On estime en réalité au moins à 500 000 personnes présentes sur le territoire de Mayotte, avec au bas mot 250 000 à 300 000 étrangers en situation irrégulière. C'est astronomique. On a du mal à imaginer ici depuis la métropole, où on vit aussi une submersion migratoire, mais à un niveau fort heureusement bien moindre, ce qui peut se passer à Mayotte, c'est considérable. Et aujourd'hui, vous avez tout qui est en train de craquer à Mayotte. Vous avez le système éducatif qui est en train de s'écrouler, le système de santé, l'insécurité qui est énorme, où les gens ne peuvent plus sortir après 18 heures sans se faire caillasser ou sans se faire agresser. Enfin, la situation, elle est extrêmement grave. On reviendra justement sur cette question sécuritaire là-bas, hein, qui a provoqué des émeutes justement il y a quelques mois à Mayotte, avec des femmes qui se sont mobilisées. Déjà, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que Mayotte soit en proie à une vague d'immigration aussi importante? Parce que Mayotte est française et est fière de l'être d'ailleurs. Quand vous arrivez à Mayotte, vous avez des panneaux avec marqué Mayotte est française et le restera. Les Mahorais sont très fiers d'être français et ont exprimé à plusieurs reprises dans les urnes leur volonté de rester français. Et donc, si Mayotte est attractif, c'est parce que Mayotte est un territoire français, avec forcément des moyens qui n'ont rien à voir avec ceux des pays voisins. Et les Comores, c'est un pays finalement qui a très peu de moyens, où les gens vivent mal, et donc forcément ils viennent là où il y a un peu d'argent, là où on peut mieux vivre. Et donc il y a une submersion migratoire qui est totale. Il y a des arrivées tous les jours, même toutes les heures, par des kwassa-kwassa, c'est des petits bateaux de fortune qui débarquent à Mayotte, et donc ils viennent chercher l'Eldorado finalement. Et comme la France est généreuse et que la France est si bête et offre tout à des clandestins, bien forcément ils continuent de venir. On ne peut pas leur en vouloir individuellement. Évidemment, quand vous vivez dans un pays pauvre, avec peu de moyens, et que vous avez à côté un pays qui vous ouvre les bras, forcément, vous avez la tentation d'y aller. Mais les Mahorais sont très opposés à cette immigration. Qu'est-ce qui vous disait justement, ces Mahorais que vous alliez voir? On sait aussi que Marine Le Pen est très attachée à Mayotte. Quand elle y va, très populaire, il y a des très bons scores électoraux. Effectivement, elle y est très populaire. Vous, qu'est-ce qu'ils vous disent et qu'est-ce qu'ils veulent que vous portiez justement à l'Assemblée nationale? J'imagine qu'ils sont très loin, ils sont sur la corne de l'Afrique. Ils ont peut-être parfois le sentiment d'être un petit peu oubliés, voire méprisés. Ah ben totalement, mais d'ailleurs c'est les ultramarins en général qui ont le sentiment, à juste titre je pense malheureusement, d'être oubliés par ceux qui nous gouvernent et tous les gouvernements successifs. Les Mahorais, ils en ont marre de l'immigration, ils veulent stopper cette immigration. Ils veulent mettre fin à cette insécurité qu'ils vivent. Les femmes ont un pouvoir très important à Mayotte. Ce sont les femmes qui sont souvent en tête des cortèges pour manifester. C'est assez impressionnant à voir. Les Mahorais, ils veulent de la fermeté. Ils sont français, ils veulent qu'il y ait des règles, ils veulent qu'on stoppe l'immigration, ils veulent que leurs enfants puissent vivre en sécurité, ils veulent pouvoir se faire soigner, ils veulent qu'on arrête tous les avantages que la France offre aux clandestins. Oui, parce que je crois qu'il y avait un chiffre qui était donné l'année dernière qui disait qu'il y avait près de 40% des nouveau-nés à Mayotte qui étaient des nouveau-nés justement
étrangers. Est-ce que c'est ça aussi la situation de Mayotte, avec des gens qui arrivent en kwassa, peut-être qui peuvent risquer l'expulsion, mais souvent même avec des femmes enceintes qui arrivent et qui du coup vont justement occuper les hôpitaux et vont accoucher sur place, et donc de facto ça donne aussi la question du droit du sol, toutes ces questions-là. Ce qui est intéressant dans Mayotte, c'est pour ça qu'on voulait vous recevoir, c'est que c'est un petit peu le conglomérat de tous les problèmes du système français, mais de façon empirique. Et c'est pire que ça. Vous parliez de 40%. En fait, c'est 42% des enfants qui sont nés de 2 parents étrangers. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a aussi les autres enfants qui sont nés d'au moins un parent étranger, ce qui représente une quantité importante de naissances sur l'île de Mayotte. Mais les chiffres, ils ne sont pas très fiables en réalité, et en fait, ils sont bien plus astronomiques que ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a aussi beaucoup de fraude à la déclaration de paternité et à la naissance. Et ça, c'est une réalité, parce que les Comoriennes ont bien compris que pour faire en sorte que leur enfant puisse devenir français à terme, il fallait déclarer un papa français. Donc ils s'arrangent, il y a des histoires d'argent, on dédommage un Français qui va se déclarer comme étant le géniteur, pour pouvoir faire en sorte que l'enfant devienne à terme français. Donc il y a une réelle urgence à prendre conscience de ce qui se passe à Mayotte, et bien de faire évoluer la loi, de supprimer purement et simplement le droit du sol, de rétablir le délit de séjour irrégulier, et de conditionner évidemment l'acquisition de la nationalité française au fait de ne pas avoir commis ce délit. Yohann Gillet, je suis devant un de vos tweets où vous étiez en déplacement justement à Mayotte, où vous dites « J'ai visité ce matin avec ma collègue députée de Mayotte, Anchia Bamana, le centre hospitalier de l'île qui subit de plein fouet la submersion migratoire surnommée par les Mahorais l'hôpital des étrangers ». Donc c'est dire, l'établissement est saturé et manque de personnel. Aux urgences, seuls 3 médecins urgentistes sont en poste alors qu'il en faudrait une trentaine. La maternité est-elle aussi saturée avec ses plus de 10 000 naissances chaque année? Comment ça se fait, Yohann Gillet, qu'aujourd'hui on soit à cette situation d'une santé qui n'est pas digne de la France? Tout simplement parce que l'immigration massive que subit Mayotte a des conséquences très claires. Effectivement, les Mahorais, ça c'est très marquant, et si je l'ai écrit, c'est parce que tout le monde m'en a parlé. Les Mahorais disent du CHM, le centre hospitalier, qu'il est l'hôpital des étrangers. Et les Français, les Mahorais, sont contraints d'aller se faire soigner en métropole ou à La Réunion, parce qu'ils n'ont plus accès à un système de santé digne de ce nom, et parce qu'il n'y a plus de place. On dit aussi souvent que Mayotte est la plus grande maternité d'Europe, ce qui est le cas. Hein, c'est grosso modo 10 000 naissances chaque année. Vous vous rendez compte, 10 000 naissances chaque année pour un territoire qui a officiellement 300 000 habitants, c'est considérable. Donc plus rien ne tient, et les Mahorais n'ont plus accès à ce système de santé, très clairement. Aujourd'hui, on parle en ce moment de budget, justement. Qui paye ces soins qui sont apportés aux étrangers, au détriment des Mahorais, finalement? Vous, moi, les Français... On paye des impôts, on est content chaque année de payer des impôts, on paye tous ces soins. D'ailleurs, c'est très compliqué de réussir à savoir précisément ce que cela nous coûte. On sait qu'il y a l'AME, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup d'autres dispositifs qui viennent financer les soins des étrangers qui ne sont pas comptés. Les associations, d'ailleurs, c'est intéressant d'en parler, effectivement. Elles sont beaucoup critiquées, les associations sur place. Moi, je suis allé les rencontrer parce que j'ai voulu voir tout le monde, et j'ai voulu me rendre compte. Il y a la CIMAD qui est sur place là-bas. Il y a la CIMAD, il y a SOS qui est représenté par une filiale sous un autre nom. D'ailleurs, il y a beaucoup de manifestations de Mahorais contre ces associations, c'est intéressant à voir. Il y a aussi beaucoup de Mahorais qui travaillent pour ces associations, gros employeurs. Donc moi, je suis allé les rencontrer, j'ai découvert que, et j'en ai pas été très surpris, très honnêtement, qu'à la tête de ces associations, dans les équipes dirigeantes, il y avait des gens qui venaient de métropole, des gens... très déconnectés finalement du territoire sur lequel ils agissent. Par contre, dans les salariés, il y a des Mahorais. Et ce qui est intéressant quand vous discutez avec eux, c'est que, y compris les Mahorais qui travaillent pour ces associations pro-migrants, disent qu'il faut arrêter la submersion migratoire, ce qui met très mal à l'aise le petit gars qui vient de métropole, qui vient faire sa bonne action en travaillant pour une ONG locale et en encaissant un salaire à 5 chiffres chaque mois. Ces associations payent ces Mahorais, puisque s'ils ont un discours qui est plutôt anti-immigration, mais qui travaillent pour des associations qui sont finalement pro-immigration, ils sont payés, ces gens-là? Oui, il y a beaucoup de salariés dans ces associations, mais si vous voulez, il faut faire la part des choses entre les Mahorais qui veulent mettre un terme
à la submersion migratoire que vit leur territoire. Et le côté humain qui fait qu'ils ont aussi envie de venir en aide à ceux qui sont en détresse et ils ne vont pas laisser quelqu'un mourir de faim sur le côté de la route. Et puis aussi, ils profitent bien de pouvoir obtenir un salaire, un travail. C'est tout à fait entendable. Ils ont une famille à faire vivre. Les familles sont nombreuses à Mayotte. Donc quand vous avez 4, 5, 6 enfants, effectivement, il faut pouvoir les nourrir. En janvier, justement, ce qui est intéressant, moi j'étais sur place, on allait faire un reportage. C'était le moment, effectivement, il y avait une crise, une vraie crise sécuritaire. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur de l'époque, était venu. Il avait promis justement de pouvoir régler un petit peu cette question sécuritaire. Donc ma première question, c'est est-ce qu'aujourd'hui elle est réglée et où est-ce qu'on en est véritablement? Et deuxième élément, c'est que dans le même temps, il semblait résoudre un autre problème dont on va parler, notamment une immigration d'origine africaine qui vient de plus en plus. Et on avait la sensation que ce problème était résolu notamment tout simplement en faisant un transfert d'immigrés, d'étrangers de Mayotte jusqu'à la métropole. Vous, là-dessus, est-ce que vous pourriez nous faire un point de situation sur où on en est 9 mois après? Rien n'a changé. Très clairement. Et comme toutes les opérations annoncées en grande pompe par Gérald Darmanin, elles n'ont été finalement que des coups de communication qui n'ont rien changé. Il y a eu des démantèlements de bangas, c'est les bidonvilles que vous avez un peu partout sur l'île, qui se sont reconstruits quelques mètres plus loin. Tout ça n'est pas grand-chose. Vous avez le rideau de fer qui a été promis par Gérald Darmanin, qui avait promis un rideau de fer pour entourer Mayotte, pour faire en sorte que les Kwassa ne puissent plus venir avec des clandestins. La réalité, c'est que le rideau de fer n'existe pas, il est toujours attendu. Ils ont très peu de moyens, la police aux frontières a très peu de bateaux, vous avez par exemple 4 radars pour tout Mayotte, des radars qui ont 25 ans d'âge. Souvent, ils ne fonctionnent pas. Alors là, ils fonctionnaient quand j'y suis allé, pour le coup, mais voilà, la technologie est très ancienne et elle n'est plus du tout adéquate. Et en plus, les 4 radars ne couvrent pas du tout la totalité des côtes mahoraises. Donc ça, c'est un vrai problème. Ensuite, sur les bateaux intercepteurs, vous en avez 3 en permanence qui tournent, mais 3, c'est impossible en réalité pour pouvoir couvrir tout le territoire. Moi, je suis d'ailleurs allé patrouiller de nuit avec les agents de la police aux frontières. C'est très intéressant, mais c'est un travail de fourmi. Vous cherchez une aiguille dans une botte de foin. Donc 3 intercepteurs à l'instant T pour couvrir l'ensemble bien de la superficie, et c'est impossible. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de moyens réels, vous ne pourrez pas faire en sorte de stopper cette immigration massive. Mais encore une fois, c'est pas du tout une fatalité ce qui se passe là-bas. On peut y arriver. Si on commence déjà par doubler le nombre d'intercepteurs, si on commence aussi par mettre des radars dignes de ce nom avec une technologie moderne qui couvre l'ensemble des côtes, ce qu'avait promis Gérald Darmanin. Moi, je l'avais interrogé sur le sujet il y a 2 ans déjà, puisque ça fait 3 ans maintenant que je rends chaque année un rapport sur le budget Outre-mer, et il y a 2 ans, il m'avait dit droit dans les yeux qu'en 2024, les radars seraient installés. Ils n'ont même pas été commandés à l'heure où on se parle, et encore moins budgétés. C'est toujours surprenant, hein. Moi, en étant allé à Mayotte, j'étais allé aussi aux Canaries, où pour le coup, j'avais vu les moyens espagnols pour protéger la frontière d'un gouvernement socialiste espagnol qui en avait beaucoup plus. On pouvait voir justement un gros bateau de garde-côte qui permet aussi, par exemple, aux intercepteurs tout simplement d'aller loin au large sans être obligés de revenir, alors qu'effectivement à Mayotte ils se retrouvent avec le petit Zodiac, ils peuvent pas aller très très loin, ils sont obligés de revenir à chaque fois qu'ils repèrent un bateau. C'est des situations très compliquées. Mais on me racontait aussi qu'ils ont très peu de ports d'attache, donc ils sont obligés à chaque fois de faire des très longues distances, donc c'est compliqué de nuit. Il y a un autre sujet qui est remonté justement ces 2-3 dernières années, c'est, on le sait, il y a d'un côté l'immigration en provenance des Comores, qui pour l'instant a été un petit peu anticipée avec des négociations avec les Comores, avec, on pourra en parler, des applications de QTF qui sont importantes. D'ailleurs, ça fait que dans le score de la métropole des applications de QTF, quand on intègre Mayotte, de facto, ça fait monter le seuil. Les 3/4 des OQTF sont exécutés à Mayotte. Exactement, parce que tout simplement, on a, je crois, adapté le droit, ce qui fait qu'en 24 heures, on peut renvoyer justement un Comorien dans son pays, sauf s'il paye un avocat 1 000 € qui lui permet de bloquer cela. Sauf qu'il y a une nouvelle immigration qui vient d'Afrique, où ils partent notamment de Tanzanie, ils viennent du Congo, et ça c'est une immigration qui pose problème, parce que souvent ce sont des pays aussi dans lesquels ils viennent et ils peuvent demander le droit d'asile. Ils vont dire on vient du Congo, République démocratique du Congo, il y a 6 millions de déplacés pour des questions de conflit. Est-ce que ça, vous avez la sensation que cette problématique de l'immigration africaine qui finit en métropole, elle est prise à bras le corps aujourd'hui? La nouvelle immigration que subit Mayotte a été multipliée par 3 en 1 an.
Donc c'est considérable. Avec des difficultés pour exécuter les EQTF, avec des personnes qui viennent demander le droit d'asile, un droit qui est totalement dévoyé, et avec une importation d'un islam radical. Ça c'est grave. Parce alors que Mayotte est musulman, même modéré. Mayotte est une terre musulmane. 97% des Mahorais sont musulmans. Mais je peux vous dire que ce qui est frappant, et vous l'avez vu aussi, c'est que quand on est à Mayotte, on ne ressent pas ce poids de la religion, et en fait on voit à quel point la religion se vit au quotidien de manière des femmes, très calme, c'est très serein, et c'est vrai que honnêtement la place de la religion est assez intéressante, et on voit le poids culturel d'ailleurs sur la religion. Tout ça est très intéressant, et il n'y a pas d'islam radical à Mayotte, et donc c'est vrai que cette nouvelle immigration fait courir le risque de l'importation d'un islam radical. Avec aussi une immigration qui peut être parfois plus violente, parce qu'effectivement, il y a eu des attaques de machettes, il y a également des endroits où si vous vous baladez de nuit ou autre en voiture, il y a des camions qui ont été obligés d'être encadrés justement par la police, la gendarmerie. La situation sécuritaire en raison de ces problématiques, notamment des jeunes et des mineurs, quelle est-elle réellement ? Aujourd'hui, vous avez par exemple le CHM, donc le centre hospitalier, qui est obligé d'affréter des bus chaque matin, chaque soir, pour transporter ses employés. Ces bus sont escortés par la police. Aujourd'hui, les Mahorais, quand ils prennent leur voiture pour aller travailler à certaines heures, ils savent qu'ils prennent le risque de se faire caillasser. C'est un peu un sport local. Tous les jeunes, principalement issus de l'immigration et en situation irrégulière, s'amusent à caillasser les voitures, les camions. Vous avez comme ça d'ailleurs les flottes des forces de l'ordre qui sont totalement défoncées, les carrosseries défoncées, parce qu'ils se font caillasser à longueur de temps. En fait, il y a une violence qui est difficile à expliquer. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec les forces de l'ordre. Ils ont du mal à expliquer les raisons de cette violence, sans raison. C'est démesuré. C'est même pas un vol pour aller se nourrir, par exemple. Non, on s'amuse à caillasser tout simplement. Et les coups de machette, effectivement, Heureusement, il n'y a pas à Mayotte ce que j'ai pu voir l'année dernière, parce que je m'étais déplacé l'année dernière en Guyane, c'est-à-dire les armes à feu. Si demain, par malheur, les armes à feu commençaient à arriver sur Mayotte, alors la situation serait vraiment dramatique. Et c'est ce qui se passe. En fait, je pense que c'est aussi les prémices de la Nouvelle-Calédonie. Ça n'a pas été suffisamment traité non plus en amont. On a vu aujourd'hui, même encore aujourd'hui, moi j'ai même des amis dans mon entourage qui sont déplacés là-bas pour leur travail en tant que militaire. C'est un autre monde. On est dans quelque chose où, comme vous dites, comment on peut imaginer leur motivation. Mais on parle de la Nouvelle-Calédonie, mais ça fait aussi référence à ce qu'on a vécu avec Naël au moment des émeutes, où quand on posait même la question aux jeunes qui allaient voler, piller, casser simplement, ils ne savaient même pas le nom de la victime, finalement. C'est un effet de bande, c'est ça. L'effet de bande. C'est l'effet de bande, c'est la violence pour la violence, c'est le plaisir de tout casser, c'est le plaisir de violenter, c'est les coups de machette avec le plaisir de blesser et de tuer. Voilà les conséquences très concrètes de l'immigration à Mayotte. C'est pour ça que le budget présenté aujourd'hui par le gouvernement est totalement dingue. J'interviens demain en commission des lois pour présenter mon rapport sur Mayotte, que je dois encore terminer tout à l'heure. Vous avez une baisse du budget de 12% du budget outre-mer, qui est incompréhensible, alors même que les moyens sont déjà insuffisants depuis un certain nombre d'années. Les sujets ultramarins sont passionnants, on leur a fait des promesses. Mais très clairement, les Français ultramarins sont méprisés par le pouvoir en place et ont été méprisés depuis des dizaines d'années. Parce que quand on regarde effectivement la question de Mayotte, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement ce qui pourrait arriver, ce qui commence à arriver un petit peu en métropole. Vous qui travaillez sur ces questions d'immigration, quelles sont un petit peu les grandes tendances, les grandes règles que vous en tirez, sur lesquelles la France, la métropole devrait s'inspirer par rapport à la situation de Mayotte, qui est un peu ce qu'on pourrait vivre d'ici une quinzaine d'années? Très clairement, ce que vit Mayotte, ce que vit la Guyane, c'est ce qu'on vivra ici en métropole dans quelques années. C'est très clair. Nous devons prendre conscience, nous on a pris conscience, mais ceux qui nous dirigent doivent prendre conscience que l'immigration fait mal à la France et que les Français ne veulent plus de l'immigration de masse qu'on subit depuis tant d'années. Si on continue dans cette direction-là, la République n'aura plus aucun sens nulle part sur le territoire national. Très clairement, à Mayotte, il y a des zones de non-droit partout. Il n'y a plus rien qui tient. Et
très sincèrement, à Mayotte, je n'ai pas rencontré une seule personne, à part ces quelques métropolitains qui travaillent à la direction d'associations et qui sont grassement payés, me dire qu'il faut continuer dans cette direction. Tout le monde veut tout simplement qu'on mette un moratoire total. Y compris la préfecture, les forces de police. Et tout le monde en est conscient. Vous savez, les services de l'État là-bas, je leur tire mon chapeau, travaillent tous très bien en bonne intelligence, mais sont tous confrontés à la dure réalité au quotidien. Et les services de l'État ont une autonomie assez importante là-bas, parce qu'on les laisse gérer, parce que Paris s'en fout de Mayotte. C'est loin, ça se voit pas, donc on s'en occupe pas. J'ai une dernière question. Un petit peu comme on l'a vécu en Nouvelle-Calédonie, on a pu parler d'ingérence étrangère aussi à Mayotte. Qu'est-ce qu'il en est vraiment de cela par rapport, on l'avait vu avec les Aziris ou d'autres. Est-ce que les territoires d'outre-mer aujourd'hui ne sont pas utilisés aussi par des forces étrangères pour déstabiliser la France, toujours en poussant cette idée, parce que en fait les Comores, Mayotte, c'est une grande histoire. On va expliquer que en fait Mayotte n'appartiendrait pas à la France, que Mayotte devrait être récupérée par les Comores, et le gouvernement comorien d'ailleurs assume complètement de dire il faut envoyer des Comoriens pour que si un jour il y a un référendum, ils voteront et on récupérera Mayotte. C'est exactement ça, et les Comores jouent un jeu dangereux, mais les Comores mettent une pression sur la France, justement, avec cette immigration de masse, et la France est incapable de répondre. Mais vous savez, l'ingérence étrangère, elle est partout. L'année dernière, quand j'étais en Guyane, il y a aussi un sujet dont on parle très peu, c'est l'influence de la Chine, par exemple, en Guyane, qui est à la tête de tous ces orpailleurs qui viennent voler l'or des Français en Guyane. Ce sont les Chinois, hein, très clairement, qui sont à la tête de ces réseaux, qui organisent l'orpaillage illégal. Donc la France, eh bien, en fait, passe son temps à se laisser piétiner et n'a plus du tout une envergure internationale digne de ce nom et n'arrive plus à se faire respecter des autres pays. Et ça, c'est grave.